Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Endettement des migrants, quels sont les enjeux au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Pascal Reitjens, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Mali, Amadou Koulibaly de l'Association malienne des expulsés AME et Khalid Dambélé, économiste chercheur au CRAPES. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. En octobre 2019, les Maliens faisaient partie des 3 nationalités ouest-africaines les plus représentées le long des routes migratoires méditerranéennes vers l'Europe. C'est ce qu'estime l'Organisation internationale pour les migrations. Elle indique également que ces migrants confrontés à un manque de ressources économiques ont tendance à s'endetter pour financer leur voyage. Pouvez-vous nous en parler, cet endettement des migrants, Pascal ? Oui, merci beaucoup, M. Touré. Tout d'abord, merci pour l'invitation à nous exprimer finalement sur un phénomène qui n'est pas neuf, un phénomène qui est existant depuis tout temps, à savoir le fait de vouloir quitter pour le meilleur et de devoir, quelque part, avoir les moyens pour le faire. De notre point de vue, ce qu'il était important de faire, c'était de pouvoir quantifier, en fait, le phénomène, 2, l'impact de la dette, et 3, voir quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place afin de limiter l'impact de la dette et de faire en sorte qu'elle puisse être vue comme un phénomène positif, plus que comme une contrainte tout au long du parcours migratoire qui commence en général avant de partir. Alors, dans ce cadre-là, ce que l'OIM a mis en place, c'est une étude avec le financement de la coopération au développement britannique. Étude que nous avons mis en place en coopération avec notre bureau régional de Dakar. C'est une étude qui a une visée régionale, mais ici, nous nous sommes concentrés sur le Mali. Qu'est-ce que nous avons fait? Dans un premier temps, nous avons contacté 456 jeunes gens qui étaient rentrés au pays. Nous avons fait ça en février-mars 2020 avec des énumérateurs. Nous avons posé certaines questions dirigées, d'autres moins dirigées, afin de connaître leurs sentiments maintenant qu'ils sont de retour au pays, mais aussi de savoir ce qu'il s'est passé tout au long de leur parcours. C'était important pour nous d'avoir la voix directement des personnes qui ont fait ce parcours migratoire. Et je sais qu'on en a ici aussi, puisque M. Koulibaly est avec nous et qu'il a fait ce même parcours. Alors, la dette, on l'a en fait identifiée à 3 différents niveaux. La dette avant de partir. Alors, il y a certaines personnes dans leur parcours migratoire qui ont des dettes complémentaires pendant le parcours, puisque le chemin n'est pas toujours direct vers le lieu de destination. Et puis, il y a la dette au moment du retour, en fonction des conditions de retour, en fonction de la réussite ou le moins de réussite qu'on a eu en étant à l'étranger, et le fait de pouvoir se réinsérer quelque part dans sa communauté, dans sa famille, auprès de ses proches. Donc 456 jeunes nous ont répondu. Nous avons par la suite croisé ces données aussi avec les gens qui sont en première ligne avec eux, au sein de leur communauté, les associations locales, les leaders religieux, pour avoir la perspective aussi des communautés qui reçoivent en fait les gens qui rentrent. Ce sera intéressant un peu plus tard de pouvoir définir de manière plus précise cette fameuse dette migratoire, puisque au contraire d'autres dettes plus classiques, elle a en son sein une particularité, qui est ce qu'on appelle la dette morale. Vous pourrez donner une définition à cela. Amadou Koulibaly, aujourd'hui, est-ce que cet endettement des migrants vous inquiète en ce qui concerne le cas du Mali? Oui, en cette période, effectivement, c'est inquiétant.
vu que avec tous ces phénomènes, c'est-à-dire le blocage même, ce que l'Union européenne a mis en place, alors pour stopper un peu la migration, c'est inquiétant. Parce que quand tu es endetté et on te refoule de cette manière-là, tu n'as rien cotisé pour la famille, alors tu reviens maintenant, c'est dans une autre situation. Tu es marqué psychologiquement parce que la dette là n'a pas été remboursée. Et en partant, c'est la peur aussi, parce que tu ne pourras pas rentrer maintenant avec ces blocages-là. Voilà. Khalid, est-ce que ce sont les conditions dans lesquelles ces candidats vivent dans le pays qui les poussent à aller jusqu'à s'endetter pour aller à l'émigration? Une variable explicative, on va dire essentielle, bien évidemment. Quand vous regardez un peu la situation économique de notre pays, force est de reconnaître que nous sommes un pays à revenu très faible. Le revenu moyen au Mali ne dépasse pas 40 000%. C'est à peu près 39 000 et quelques francs CFA. Mais aussi et surtout, la situation du chômage est encore beaucoup plus inquiétante. Aujourd'hui, vous avez un taux de chômage à deux chiffres, à peu près 12%, chiffre officiel, mais on sait que le taux de sous-emploi est encore beaucoup plus alarmant parce que c'est aux environs de 60 à 70%. Quand vous combinez ces deux-là, force est de reconnaître qu'il y a un tissu, on va dire, très étroit sur le marché du travail. Autrement dit, une population très jeune, à peu près 65 à 70% de la population sont jeunes, 49% à moins de 15 ans. Qui parle de jeunesse parle forcément de la construction de l'âge mûr. Qu'est-ce qu'on va faire pour justement préparer l'avenir? Et quand les perspectives présentes sont, on va dire, sombres, force est de reconnaître que ces jeunes-là vont voir un peu leur salut à l'extérieur. Mais aussi et surtout, un autre élément qui explique cela, je pense que c'est la situation d'insécurité grandissante. Aujourd'hui, au Mali, vous avez quand même, on va dire, une insécurité, instabilité politique chronique. Qui dit instabilité, insécurité, dit forcément, on va dire, une diminution de l'investissement, parce que l'investissement a horreur de l'incertitude, justement. Et quand on n'investit pas, on ne crée pas d'emploi. Quand on ne crée pas d'emploi, le chômage ne fera qu'augmenter. Et en situation de chômage, oui, l'inaction sape la vigueur de l'âme. Quand l'âme n'a plus de quoi croire, on s'adonne effectivement à des choses comme ça. Mais également, un autre facteur qui puisse être grave pour notre économie, c'est que ces jeunes-là, une fois partis, peut-être qu'on va, avec M. Pascal, avoir beaucoup plus d'éclaircissements sur leurs travaux. Il faut quand même reconnaître que certains réussissent qui restent là-bas. C'est une fuite de cerveau pour justement la dynamique de notre activité économique. Mais aussi et surtout, quand ils réussissent et qu'ils restent là-bas, ils payent des impôts pour justement ces économies là-bas. Chose qui favorise bien évidemment la croissance économique de ces pays. Oui, reconnaissons que chaque année, c'est estimé à peu près à 500 milliards de francs CFA, c'est que les immigrés envoient chez nous. Ce n'est pas à négliger. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la véritable question, c'est effectivement les perspectives aujourd'hui dans nos pays sont tellement moindres que la population majoritairement jeune s'adonne bien évidemment à des pratiques comme ça. Peut-être une question d'ouverture pour lui. Quand vous prenez les statistiques qu'ils ont, vous allez vous rendre compte que le taux de la population jeune est assez conséquent. Mais aussi et surtout la population homme du fait du rôle qu'il joue dans la gestion de la famille, dans la gestion de la société. Donc évidemment, quand on regarde avec un taux de pauvreté à peu près qui tourne autour de 45-47%, l'IDH, l'indice de développement humain, nous sommes parmi les 5 derniers au monde. Moi je pense que l'explication est très claire, c'est que les jeunes n'ont pas de perspective chez eux, c'est pourquoi ils ont tendance, c'est un facteur explicatif, c'est pourquoi ils ont tendance à partir à l'étranger. Pascal, vous vouliez donner une définition à cet endettement, oui. Expliquer ce que c'est. Oui, mais si vous me permettez, j'aimerais faire écho à quelques-unes des remarques de monsieur le professeur. Allez-y. En fait, on a eu l'opportunité de parler directement avec 456 jeunes. C'est vrai que la plupart d'entre eux s'étaient installés dans un parcours migratoire irrégulier. Je pense que c'est important de rappeler le cadre de l'étude que je cite ici, qui doit être complémenté par d'autres études sur les gens qui partent de manière régulière pour faire des études ou qui sont entrepreneurs et qui s'installent à l'étranger. On pourra y revenir. Mais là où je voulais faire écho, c'est sur ces fameuses causes de l'endettement. Alors,
vous avez beaucoup parlé du côté socio-économique. Nous leur avons demandé, et pour une partie d'entre eux, ils viennent de certaines régions où il y a une culture de la migration. Donc nous avons fonctionné sur Kai, sur Koulikoro, sur Sikasso et sur Bamako en priorité, puisque 90% des jeunes gens que nous assistons au retour sont originaires de ces 4 régions. Donc cette culture de migration, quelque part, elle est valorisée aussi avant de partir. Donc on est pratiquement poussé à partir parce que c'est l'option. Le deuxième point, pour une partie d'entre eux, vous l'avez dit, le contexte socio-économique et sécuritaire joue son rôle. Et aussi, et je tiens à le préciser, de plus en plus aussi le contexte lié au changement climatique, qui sont liés effectivement au contexte socio-économique, puisque qui dit changement climatique dit éventuellement désertification, difficultés au niveau de l'agriculture et autres. Et donc on se dit, bon, allons voir ailleurs, ça fonctionnera peut-être mieux. Et alors ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'en fait, à partir du moment où on s'inscrit dans ce parcours migratoire, on porte l'espoir de sa famille élargie, je le dis assez souvent, donc pratiquement de sa communauté, et donc on est redevable auprès de cette communauté. On peut pratiquement pas se dire, quand on est sur la route migratoire, ou même quand on est à son point d'arrivée et que ça marche pas si bien que ça, on peut pratiquement pas l'exprimer, parce qu'on a ce besoin de dire c'est un succès. Et quand on rentre, eh bien, on doit revenir avec quelque chose. C'est assez insidieux, c'est pas de ma part un jugement auprès des communautés ou autres. C'est juste une réalité. Bon, j'ai entendu aussi Monsieur Koulibaly là tout de suite qui disait oui, mais moi ça s'est bien passé. Donc loin de moi aussi l'idée de dire que c'est généralisé. Mais il y a une attente de retour sur investissement, en tout cas de la personne qui part. Alors, sur la dette, sur la dette, et je pense que c'est important. Donc, la dette migratoire, une de ses caractéristiques, et vous la connaissez tous, c'est le fait que c'est en général de l'argent qui est emprunté auprès de tiers, tels que la famille, la communauté, les amis ou les proches. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un système financier ou bancaire très défini. Ce qui la différencie de la dette classique, c'est cette notion de dette morale. Le migrant reste redevable pratiquement à vie, quelle que soit l'issue du projet migratoire. Donc ça veut dire que même s'il s'endette avec 100 000 francs, s'il rembourse les 100 000 francs, il reste endetté. Il reste endetté moralement, parce qu'il doit pouvoir contribuer d'une manière différente, puisqu'il a été, ou il est celui qui est parti, et éventuellement qui est revenu, et donc il a eu cette opportunité par rapport au reste de la communauté. Ça... Quand on est sur le parcours migratoire, je l'ai déjà dit, il y a une pression supplémentaire sur les épaules de la personne. Avant de partir, en général, ils sont pratiquement désignés pour certains d'entre eux. Tu es le grand frère, tu vas partir. Et puis pendant le parcours, donc on le sait aussi, je ne vais pas ici faire du sensationnalisme, mais les routes migratoires irrégulières en Afrique de l'Ouest sont éminemment dangereuses. Les gens se retrouvent aux mains de passeurs en zone désertique. Ce qu'on voit très souvent, c'est les passages de la Méditerranée avec les drames qui sont visibles. Moi, je rappelle souvent qu'il y a tous ces drames qui sont invisibles entre Kai et Bamako, jusqu'à la frontière algérienne, et ainsi de suite. Quels peuvent être ces types de drames qui sont invisibles ? Les drames qui sont invisibles, vous savez, vous êtes aux mains de passeurs. Alors, un passeur, c'est quelqu'un qui vous aide simplement à aller d'un endroit A à un endroit B, pour un certain montant. Éventuellement, un des drames invisibles, c'est vous êtes au milieu du désert, vous n'êtes pas encore arrivé au point B, et on vous dit non, il va falloir encore payer 200 000 francs CFA, sinon on n'avance plus. C'est peut-être les 200 000 francs CFA que vous aviez pour le passage de la Méditerranée ou pour l'arrivée à votre destination, quelle qu'elle soit. Et donc là, hop, on se retrouve avec une dette supplémentaire. Si on prend le contact avec la famille, on ne va pas l'exprimer.
on ne va pas l'exprimer parce qu'on va dire c'est compliqué, ou alors on va l'exprimer, mais la dette va être encore plus grande. Et on va dire ne vous inquiétez pas, envoyez-moi encore un peu d'argent et ça va fonctionner. Et alors les drames en question, c'est les morts dans le désert, c'est les gens qui sont abusés, c'est la traite des êtres humains pour une partie d'entre eux, donc les questions d'exploitation. Et puis pour beaucoup d'entre eux aussi, c'est les atteintes à leur intégrité psychosociale. Donc d'un point de vue psychologique, on parle beaucoup de réintégration d'un point de vue socio-économique, et c'est normal. On parle très peu en fait de l'impact psychologique. Vous imaginez des gens qui ont une pression énorme sur leurs épaules. Ça marche pas si bien que ça, ils peuvent pas l'exprimer parce qu'il y a aussi le rôle de la communauté. Et quand on rentre, on dit bon, il faut s'y mettre, on va tout de suite commencer une activité génératrice de revenus ou autre. Il y a des gens qui ont passé des semaines dans des centres de détention en Libye, des gens qui ont passé des semaines ou des mois dans des centres de transit au Niger ou ailleurs sur les routes. C'est très très compliqué pour eux. Et l'endettement avec les 450 jeunes avec lesquels vous avez travaillé pour cette étude, ça va à hauteur de combien généralement? Alors, les 456 jeunes, donc la fourchette est très large. Une personne, le montant le plus bas, c'est 15 000 francs CFA. Donc, petit, 15 000, entre 15 000 et 3 500 000. Mais je vais vous donner le chiffre médian. Donc, la plus grande partie du groupe tourne autour de 100 000 francs CFA. Mais la plupart d'entre eux ont des revenus, avant de partir, en tout cas c'est ce qu'ils déclarent, qui sont inférieurs à 50 000 francs CFA. Donc leur dette, elle correspond déjà à un investissement énorme. Mais donc cette dette reste plus ou moins, en tout cas sur les déclarations qu'on a reçues, de 100 000 francs CFA. Alors, Monsieur Coulibaly, vous êtes un émigré de retour. Votre organisation également accompagne beaucoup de ces migrants de retour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes notamment à aller à l'extérieur, en Europe par exemple, jusqu'à s'endetter à hauteur de 15 000 francs jusqu'à 3 millions selon Pascal? Oui, parce qu'on trouve que généralement la migration elle est juteuse. Alors, oui, la migration est juteuse, moi je le dis, parce qu'un fisc qui peut t'envoyer plus de 500 milliards de francs CFA. 500 millions 500 milliards de francs CFA par an. Les Maliens de l'extérieur, la diaspora, c'est combien de façon globalement. Donc, ce n'est pas à négliger, c'est une manne. Donc, nous, de notre côté, si ce n'est pas à cause du durcissement des politiques migratoires, normalement, la voie devait être ouverte. Fluide à tout le monde. Mais du moins qu'ils ont eu à s'imposer, c'est ce qui amène tous ces drames-là. Oui, mais est-ce que la fluidité de cette voie va enlever quelque chose par rapport à l'endettement, puisque l'endettement se fait à la base? Oui, mais l'endettement, moi je dis qu'il n'y a pas d'endettement. Du moment que tu peux payer la dette, il n'y aura pas d'endettement. Hein. Quand tu ne peux pas payer, on dit tu es endetté. Du moment que tu as l'espoir que vraiment, c'est comme quelque chose qui est dans ta poche. Si ce n'est pas maintenant, on sait qu'une fois que si ce n'est pas maintenant, je le dis, une fois que tu es en France ou ailleurs, alors, quel que soit Alpha, alors, ça dit, tu vas résoudre tous les problèmes de la famille. D'emblée, la famille, il suffit seulement de rentrer pour résoudre tous les problèmes. Oui. Mais tout le monde, il y a l'espoir qui est là. La famille est contente. Quand il y a un problème dans la famille, c'est vite réglé. Il suffit que moi, on m'envoie le coup de téléphone. Envoyer, par exemple, 100 000 francs ou bien quelque chose comme ça ne me gênait pas. Et aujourd'hui, quand tu es là maintenant, et comme il l'a dit, alors il n'y a pas de travail ni rien du tout, alors on te met un problème de 500 francs maintenant. Le migrant est rougit. Donc, ils sont, mais en êtes-vous sûr? Parce qu'il y a certains migrants de retour qui témoignent qu'ils souffrent là-bas. Il y a certains, même souvent, qu'on peut interviewer à travers les médias, qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi là-bas. Mais à vous entendre, il suffit seulement de rentrer dans un de ces pays. Dans le temps. Dans le temps, mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est devenu difficile parce que les choses ont changé. Moi, je crois qu'on doit avoir un autre regard. Alors, la création d'emplois dans le pays, faire en sorte que les gens puissent travailler, les conditions. Il faut améliorer les conditions au Mali, parce que les conditions de travail ici, c'est déplorable. Par exemple, quand tu... on va revenir aux causes, voilà. Mais monsieur Pascal disait tout de suite le côté moral par rapport à cet endettement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ça pèse aussi? Oui, ça pèse lourd le côté moral. Parce que déjà, vous êtes dans la famille, le grand frère étant là-bas, vous êtes garçon,
déjà, tu as quelque chose, il y a une dette qui est là, quoi. Parce que c'est lui qui est en train de prendre toute la famille en charge. Il faut que toi, tu viens en retour pour essayer maintenant de l'épauler. Donc, psychologiquement, tu es marqué. Surtout chez les Sarakoulés. Et toi, tu es en train de manger comme ça et il n'accepte pas ça. Hein? Il y a quelque chose qui va les pousser à partir, quoi. On a vu même les petits enfants, depuis à bas âge, ils vont faire maintenant le serrage des chaussures. Moi, j'ai été pour une enquête à Nioro, au marché de Nioro. J'ai rencontré des enfants là-bas, je les ai demandé qu'est-ce qu'ils font ici. Ils disent, bon, non, ils sont en train de faire le serrage. Et je dis, après tout ça, il dit, il va partir. Déjà 12 à 10 Donc, 12 ans. Que ce soit une activité génératrice de revenus fructueuse ou pas, oui. L'objectif final, c'est de partir. C'est de partir. Et nous, à notre contexte, partir aussi est un droit. Alors, Khalid, que pensez-vous de ce que M. Koulibaly vient de dire? En fait, moi, je pense qu'il est important de dire qu'il rien n'existe hors contexte. À écouter M. Koulibaly, effectivement, ça marchait. Ça marchait parce que dans le temps, il n'y avait pas autant de nombre aussi qui voulaient partir. Aujourd'hui, force de reconnaître que d'année en année, le nombre ne fait qu'augmenter. Pourquoi le nombre augmente? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, à l'interne, il n'y a pas de perspective claire. C'est un facteur explicatif. Revenir un peu à M. Pascal aussi, et reconnaître qu'effectivement c'est un phénomène culturel, mais quand bien même, tout ce qui est culturel est entretenu. Entretenu par quoi? Parce que dans le temps, les gens partaient, c'était un facteur de réussite, ils gagnaient quelque chose. Quand vous écoutez par exemple des jeunes de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, qui déjà à cet âge-là veulent quitter le pays pour partir. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, ils pourront gagner plus que ce qu'ils gagnent ici. C'est vrai qu'effectivement, la culture de vouloir partir a toujours existé chez certaines personnes ou dans certaines régions, mais c'est entretenu par quelque chose. Cette chose-là, c'est que les gens espéraient, en partant, quand même gagner quelque chose. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que, encore une fois, les Occidentaux, ces pays-là aussi souffrent. Les emplois qui les... Justement, les perspectives sont-elles restées les mêmes depuis en ce qui concerne les pays d'accueil? Non, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple dans la plupart de ces pays-là, vous avez quand même des idéologues, vous avez des partis politiques qui commencent à gagner beaucoup de terrain quant à l'argument selon lequel il faudrait quand même fermer les frontières à ces... Pourquoi? Parce que ces immigrés aussi viennent prendre certains emplois qui, dans le temps, n'étaient pas acceptés par les ressortissants de ces pays-là, mais qui aujourd'hui se font rares. Pourquoi? Parce que les économies au sein de ces pays-là souffrent aussi. Juste peut-être pour faire une petite, on va dire, métaphore, si vous voyez un peu dans ces pays-là, le Brexit, ça vient de quoi? Ça vient du fait que, quelque part, les Anglais, à un moment donné, ont estimé que des ressortissants des pays occidentaux européens venaient prendre les emplois aussi. Ça a été un argument de campagne, vrai ou faux, ça reste une actualité. Donc c'est pour dire que ce qui marchait d'il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans, n'est plus une réalité due au fait que les économies de ces pays-là aussi sont des économies qui sont quelque part en perte de vitesse. Les emplois que nos ressortissants pouvaient avoir chez eux sont des emplois qui, pour la plupart, sont occupés par les ressortissants de ces mêmes pays-là. Donc ce n'est plus une question d'état d'âme, c'est une question d'intérêt. On veut savoir, quand vous venez chez nous, qu'est-ce que vous nous apportez? Et Dieu seul sait, quand nos ressortissants partent, quand ils travaillent, ils payent leurs impôts. Mais sauf que c'est devenu une question de concurrence entre ressortissants de pays. Et quand c'est comme ça, les nationaux se vont toujours en droit de chercher les étrangers. Aujourd'hui, vous aviez parlé de la situation concernant avant le départ, l'endettement, pendant et après. Pouvez-vous nous parler de ce que ces migrants endurent pendant leur migration et à leur retour, selon les conclusions de votre étude? Oui, moi j'aimerais revenir sur un point particulier vis-à-vis de cette étude et entre autres du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. De manière générale, dans mon travail, on dit que les questions de migration, quelque part, se féminisent. Donc a priori, si on regarde de manière globale à travers le monde, on verra qu'on est sur un ratio de 49% de femmes et 51% d'hommes. Cette étude que nous avons faite et les personnes que nous assistons ici au Mali nous montrent qu'on est clairement sur une migration jeune et masculine. 97% des migrants que nous avons interrogés sont des hommes
et 83% de ceux-ci ont moins de 34 ans. Donc c'est loin d'être anecdotique, c'est très clairement lié à cette absence de perspective socio-économique, et c'est vrai que ce sera intéressant de revenir aussi sur les causes premières de ces migrations. Alors, à votre question sur ce qu'ils endurent, je crois que ce qu'ils endurent le plus, c'est une pression énorme sur les épaules. Au demeurant, il y a bien sûr tous les chocs physiques qu'on peut imaginer quand on est, pour ceux qui sont en migration irrégulière dans le désert ou près de la Méditerranée, à ne pas savoir quand on va traverser sur une embarcation qui est loin d'être sécurisée. Mais ce qui reste, et je pense que les gens qui ont fait le parcours migratoire complet en parleront beaucoup mieux que moi, au demeurant, il y a ce choc psychologique, il y a le choc culturel aussi. On vit dans un monde interconnecté, donc on a l'impression qu'on connaît le monde entier à travers son smartphone. La réalité est qu'on est confronté, quand on arrive au sein d'une nouvelle culture, avec une nouvelle langue, avec des nouveaux repères à prendre, et pour peu qu'on se soit engagé dans la migration irrégulière, c'est encore plus compliqué. Ça rajoute encore à la pression, hein. Et c'est cette pression qui fait qu'on n'en parle pas. Qu'a priori, on revient très souvent avec un message positif. Loin de moi l'idée, et je le rappelle aussi, je ne suis pas là pour dire que la migration est négative. Je suis là pour dire qu'elle doit être un choix, et un choix positif, et non pas un choix par défaut. Ça, c'est la première chose. Et puis, j'aimerais peut-être rebondir un tout petit peu sur le fait que quand on est en période de crise, qu'elle soit économique, qu'elle soit pandémique, comme on le voit pour l'instant, sanitaire ou autre, c'est vrai que, et ce serait intéressant d'avoir un anthropologue qui puisse nous faire ce genre de recherche, les groupes ont tendance à se refermer. Les groupes ont tendance à se refermer, à se dire on va d'abord s'occuper de nous et ensuite de l'autre ou des autres. Alors c'est vrai que dans ce genre de contexte-là, les discours simples et simplistes sont plus faciles à faire passer que les discours complexes d'un monde qui est devenu, qu'on le veuille ou non, global, au niveau de l'information, de la communication, des biens, mais aussi au niveau des personnes. Donc sur ce qui a été dit par les deux intervenants en face de moi, disait oui, mais avant c'était différent. C'était différent. C'est peut-être pas si différent que ça. Il y a juste que c'est beaucoup plus visible. Ça, c'est la première chose. Le fait que les gens bougent, c'est visible. La deuxième chose, c'est que c'est devenu très clairement, la question de la migration est très clairement tout en haut des agendas politiques des uns et des autres. Donc, monsieur le professeur a parlé rapidement de la fuite des cerveaux. C'est une déclaration pratiquement politique. Alors, est-ce qu'il y a en tant que telle fuite des cerveaux? Ça demande des vraies analyses, en fait, puisqu'il a été rappelé aussi les 500 milliards de francs CFA qui sont envoyés chaque année. Donc, est-ce qu'il n'y a malgré tout pas une contribution à l'économie? Je prends juste cet exemple-là, et c'est simplement pour étayer mon propos et pour le ramener à une question relativement simple, c'est comment pouvons-nous intégrer la réalité de la migration, qui est un phénomène qui est amené à continuer, comment l'intégrer dans nos sociétés, dans nos cultures, ici et là-bas, pour les gens d'ici et de là-bas. Et je crois qu'on est encore au moment des balbutiements à ce niveau-là, en fonction aussi des perspectives que l'on a. Un jeune étudiant malien dans une université en France où il est brillant n'a probablement pas la même perspective que celui qui est arrivé de manière irrégulière, qui s'installe tant bien que mal sur ce qu'on appelle les 3x8, donc les endroits où il doit dormir dans des endroits horribles, et il doit malgré tout continuer à envoyer l'argent au pays. Donc
donc les perspectives ne sont pas les mêmes, mais je pense que tout ça doit demander quelque part à être traduit maintenant sur un dialogue international, et je pense que ça c'est une des clés, hein. Le dialogue international sur les questions de migration, le fait que chaque État, chaque société a ses attentes, a ses limitations aussi, mais je pense qu'au plus on en parle, au mieux on va pouvoir se retrouver, et au plus on va pouvoir aussi, quelque part, évacuer les discours simplistes. Monsieur Koulibaly, une personne qui quitte son pays avec une dette et qui rentre sans pour autant avoir pu rembourser cette dette avec un parcours, on va dire, qui n'a pas été réussi, qu'est-ce qu'il endure comme pression dans le pays? Donc là, il est dans un cadre psychologique, donc souvent qui va même le conduire au mental. Parce que déjà, la dette qu'il doit rembourser, il n'a pas ça. Il y a la honte qui est là sur lui. C'est la honte qui rejaillit toujours sur lui. Quand il pense à la dette maintenant. Par exemple, j'ai eu à prendre le témoignage des migrants. Alors, ils avaient financé jusqu'à la concession de 3 millions. Bon, arrivé en France là-bas, il n'a même pas fait une année, il n'a même pas pu rembourser presque la moitié. D'après lui, pas plus de 2-4 mois de travail et il a été expulsé. Il me dit que là où je suis, je ne sais même plus comment aller chez moi. Il a des cailles, il dit qu'il ne peut pas aller, il préfère rester ici. Je dis pourquoi? Non, il faut aller. Il dit que non. Parce que déjà, il a une pression. Psychologiquement, il est marqué. Donc, comment rassembler, comment rembourser cette dette-là? Donc, lui, il dit que la seule solution, c'est de partir. De repartir encore. Il dit qu'il va partir. Donc, lui, son honnêteté, c'est son honnêteté qui est là. C'est son honneur qui est en jeu. Venir comme ça, réduit. Et sa fiancée, tout le monde était là-bas maintenant. Finalement, presque lui dit que sa vie est gâchée. C'est ce qu'il avait en tête. Ouais. Bon, mais nous, quand même, grâce à l'AME, parce que nous, on a des techniques de ce genre, comment maintenant faire raisonner un peu la personne, le mettre un peu sur la bonne voie. Par exemple, il y a un monsieur, un exemple. Lui, il était taximan. Donc, il a voulu vendre maintenant le taxi de son patron et il est parti comme ça. Et après, maintenant, il a été refoulé. Donc, arrivé maintenant, il ne sait même plus que dire parce qu'il a brisé la confiance qui était là. Bon, il était dans ce dilemme-là. Chez nous, généralement, c'est les 3 jours avec nous. Mais lui, il a fait une semaine plein avec moi. Donc, j'étais en train vraiment de le conseiller jusqu'à ce que nous, on a fait appel au propriétaire de la voiture. Il est venu, on lui a expliqué dans le cadre social. Il dit que, mais ça, ce n'est pas un problème. Si le monsieur avait gagné là-bas, moi, il aurait dû me servir. Il allait même servir ma famille. Donc, finalement, il n'a pas tenu compte de tout ça. Mais est-ce que tout le monde pense ainsi généralement ici au Mali? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, c'est d'ordre psychologique quand même. Psychologiquement, la personne est marquée tant que la dette-là n'est pas remboursée. Et je dis que le risque aussi, c'est quoi? C'est-à-dire, vous partez, vous êtes en tête qu'on vous a donné, on vous a emprunté 3 millions. Et est-ce que je vais réussir? Est-ce que je rentrerai ou je ne rentrerai pas? C'est ça le problème. Toujours, il y a le poids psychologique qui est là. Hein? Voilà. Khalid, vous voulez réagir là-dessus? Oui, en fait, peut-être 2 éléments par rapport à ce qui vient de dire par M. Pascal. Pourquoi on doit reconnaître un peu que la situation de maintenant et d'antan n'est pas la même chose. Ce n'était pas le même nombre qui voulait sortir. D'il y a 40 ans, 50 ans, le nombre auquel nous assistons qui veulent partir à l'étranger pour travailler sur leur vie, ce nombre-là a évolué. Alors, statistiquement, si ce nombre-là a évolué, c'est une question de cause à effet. Si le nombre évolue, le taux d'échec ou le taux de réussite aussi va évoluer. Donc oui, les gens réussissaient beaucoup parce que en fonction du nombre qui partait, c'était pas conséquent. Aujourd'hui, beaucoup de nombres partent, ce qui fait que quand l'échec est là, est cuisant, quand ils reviennent, on a l'impression vraiment que c'est un phénomène qui est beaucoup plus d'actualité. De deux, je le reviens encore là-dessus, ça a été reconnu par M. Pascal lui-même, c'est qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une crise multiforme dans ces pays-là, dans ces pays d'accueil. Ce qui fait qu'il y a un sentiment de nationalisme qui gagne beaucoup de terrain. Les partis nationalistes qui sont contre l'immigration et qui s'affichent sans fausse honte reconnaissent qu'aujourd'hui, ces étrangers qui viennent ce jeu ne sont pas les bienvenus. Ça a toujours existé, mais sauf qu'ils gagnent beaucoup plus. C'est devenu d'ailleurs un argument de campagne pour beaucoup de personnes pour arriver au pouvoir. Donc ces deux, rien qu'à
travers ces deux éléments-là, on constate que ce n'est pas la même situation. On n'a pas les mêmes lectures d'il y a 40 ans ou 50 ans. Première de choses. Deuxième de choses aussi importante à mes yeux, fuite de capitaux au-delà de la déclaration politique. Quand vous faites une enquête avec 456 personnes, je demeure convaincu, j'ai un peu lu le rapport avant de venir, il y a 68% de ces 456 personnes qui s'endettent avant de partir. Moi, j'ai pas mené l'enquête, mais je suis à 70-80% convaincu que sur ces 68 personnes qui s'endettent, il y a une partie qui sont forcément des étudiants qui ont fini avec l'université, même si la partie elle est minime. Alors, l'État forme quelqu'un pendant 12 mois bac, après l'intéressé va à la fac pour 4 ans d'études, pour faire quoi? Pour partir à l'étranger avec un statut d'immigré. Pour faire quoi? Pour chercher à travailler. Ensuite, investir dans une autre formation pour améliorer sa vie là-bas et rester. Moi, je pense que c'est une fuite de capitaux et de cerveau évidente. Deuxième des choses, ça c'est un vécu qui n'a rien à voir peut-être avec l'immigration. Moi j'ai étudié à l'extérieur et Dieu seul sait que j'ai étudié avec des camarades qui ne voulaient pas du tout revenir. Parce que chez eux, il n'y a pas de perspective. Parce qu'ils ont estimé que quand ils viendront, ils vont recommencer à zéro. C'est aussi une forme de fuite de capitaux. Donc quand vous regardez ça, vous dites que fuite de capitaux, déclaration politique, oui, parce que c'est devenu un argument. Et reconnaissons aussi que quand ils réussissent, ils envoient de l'argent, chose qui est une réalité. Mais quand ils réussissent aussi, ils payent les impôts là-bas. Or, on sait que c'est l'impôt qui sert à financer les dépenses. Or, ces pays-là, quand même pour la plupart, ne se plaignent pas autant quant au financement de ces dépenses-là. Donc moi, je pense que c'est un truc à double tranchant. Quand tu réussis, c'est bon pour le pays d'accueil, c'est bon pour le pays d'origine. Mais quand c'est un échec, c'est le pays d'origine qui, doublement ou de façon triple ou quadruple, qui accuse justement les conséquences, qui, entre autres, peuvent être ce que je viens de discuter. Et donc, quelles recommandations pour faire face à cet endettement des migrants, Pascal? Oui, merci pour toutes ces remarques. Hein. Elles sont vraiment bien prises. Elles montrent la complexité aussi du phénomène et des positionnements des uns et des autres. Peut-être avant les recommandations, on a beaucoup parlé du côté négatif de cette dette. Il y a certains points positifs aussi. Hein. Donc en fait, cette dette migratoire, comme elle est organisée, en tout cas ici au Mali et dans les informations qu'on a reçues, elle peut être vue aussi comme un système de solidarité à travers lequel la famille ou la communauté investit de l'argent sur le candidat dans l'objectif d'avoir un retour sur investissement. Et si ça marche, c'est bien. On a investi sur une personne. Mais c'est là aussi que c'est toujours un tout petit peu dangereux, parce que ça marche, parfois. Et c'est bien. Ça, c'est la première chose. Alors, le deuxième point, c'est qu'en fait, la personne qui a besoin d'emprunter cet argent, dans ce genre de système-là, n'a pas besoin de garantie. N'a pas besoin de fonds au départ, puisqu'on est vraiment sur une approche de société, de communauté, pardon, de famille et autres. Et puis, quand ça fonctionne, il y a un vrai retour sur investissement. Moi, je rappelle que si on prend la région de Caille, 90% des infrastructures, en fait, elles sont là grâce au financement complet ou direct ou indirect de la part des personnes de Caille qui sont à l'étranger. Alors les inconvénients, mais on en a déjà beaucoup parlé, hein, donc la redevabilité à vie, a priori. En cas d'échec, le poids du regard, soit de la communauté ou la pression complémentaire. Le fait que l'échec n'est pas une option pour certains d'entre eux, donc qui fait qu'éventuellement ils vont prendre des risques inconsidérés. On en parlait là tout de suite sur le parcours. Se dire, je suis bloqué à la frontière algérienne, qu'est-ce que je fais ? Voilà, il y a le désert en face de moi, la frontière, il y a les passeurs qui me proposent, ça semble compliqué, en même temps j'ai tout le poids, donc je vais quand même tenter. Donc ça veut dire quoi? Quelles que soient toutes les campagnes d'information qu'on peut faire, se dire, j'y vais quand même. Et donc là, c'est prendre les risques. Alors il y a aussi, quand ça ne marche pas trop bien de l'autre côté, quand on est arrivé quelque part, que ça ne marche pas trop bien, on ne le dit pas et on n'ose pas rentrer. Et donc ça va marcher encore moins bien, on va se retrouver dans des situations qu'on n'a pas voulu au départ, et donc là on revient sur les questions d'exploitation, qu'elles soient sexuelles, économiques ou autres, quand on est dans les pays d'accueil. Et puis de manière générale,
ça reste un frein au retour positif. La plupart de ces migrants, ils ont appris lors de ce parcours migratoire et malheureusement, ils ne viennent pas en retour contribuer à la communauté. Alors, les recommandations, j'en ai une grande liste en fait. Rapidement, il nous reste 6 minutes, 2 minutes pour chaque invité. Alors, je vais franchement commencer par la sensibilisation auprès des acteurs gouvernementaux et nationaux à la question de la dette migratoire, afin de présenter de manière plus claire les ramifications économiques, sociales et psychosociales qui en découlent. On en a parlé. Alors renforcer les canaux d'information sur la migration irrégulière et ses dangers. C'est un outil, je l'ai déjà dit, hein, quand on est sur les routes, on a beau avoir entendu, on a cette pression. Le troisième point, cette dette migratoire pourrait très bien, quelque part, être une contribution au sein des communautés, au sein de la société, dans les lieux de départ, donc avant de partir, pour soutenir des projets auprès de la jeunesse d'un point de vue socio-économique. Donc au lieu d'investir sur la personne qui va partir, investissons dans notre communauté pour offrir des perspectives. Développer des formations professionnelles et créer des emplois dans les zones de départ qui sont aussi les zones de retour des migrants. Vulgariser aussi les pratiques liées au changement climatique, donc le fait de faire de l'agriculture responsable et autres. Axer vraiment sur la formation professionnelle, renforcer la capacité technique et financière des organisations, dont une se retrouve ici, à soutenir en zone de départ les personnes avant le départ, mais aussi de pouvoir les soutenir au moment du retour. Promouvoir la création de coopératives de réinsertion des migrants de retour. Donc, plusieurs migrants ensemble, ils ont une beaucoup plus grande capacité. Ensemble et pour pouvoir travailler là. Alors, Amadou Koulibaly, vous, quelles recommandations faites-vous Moi, quand même, c'est la prise en charge des gens qui sont revenus dans le pays, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas. En tout cas, que le gouvernement essaye de faire de son mieux. Et ensuite, la création de beaucoup d'emplois. Il faut inciter les gens, qui pourront inciter les gens à rester. Donc la création d'emplois pour prévenir le taux de départ et l'accompagnement pour ceux qui rentrent. C'est ça. Alors vous, Khalid Dambélé. Moi, je pense que ce pays, le Mali, qui nous est cher autant, doit cesser d'être un pays de survie. Ça doit être un pays de vie. Vous savez, nous tous ici, on aime vivre, on aime avoir de belles conditions de vie. Et c'est inhérent à la nature humaine. Tant que les humains... Est-ce qu'on aime vivre au-dessus de nos moyens? Non, pas quand je dis vivre, je veux dire que nous aspirons tous à des meilleures conditions de vie. Et tant que les gens auront l'impression qu'ils n'ont pas ça, ils vont aller chercher ailleurs. Pour moi, la question, elle est politique. L'homme politique doit avoir une vision, une vraie politique de création d'emplois pour permettre à cette classe jeunesse-là, parce qu'aujourd'hui, je le redis encore, 65 à 70% est jeune. Et l'enquête prouve que sur la masse qui part, 82 à 83 ont moins de 34 ans. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que c'est cette classe de la population qui est plus frappée par ce malheur-là. Moi, je le vois un malheur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois que c'est des potentialités qui peuvent s'exprimer chez nous, qui peuvent aider le pays à se développer, à sortir de cette situation de précarité. Pour que cette situation puisse être une réalité, l'homme politique malien doit avoir une vraie culture de service public. Est-ce que les jeunes également doivent se mobiliser pour exiger ça de ces hommes politiques? Pour ça, il faut une conscience active. Et la conscience active s'éduque, s'inculque. Il faut que ceux qui sont les vrais maîtres du pays puissent justement montrer cette voie-là. Aujourd'hui, moi, je l'ai parce que j'ai peut-être un certain niveau d'instruction. Tout le monde ne pourra pas avoir cela. Est-ce que les migrants de retour, et même qui sont sur place là-bas, doivent également s'impliquer? Je pense que ça existe déjà. Il y a des associations des migrants de retour qui sensibilisent dans les propositions issues justement de l'UIM. Ça existe. Ce sont des mesures accompagnatrices. Moi, je les soutiens. Mais je me dis que si le politique ne prend pas l'affaire à bras le corps, on sera là encore d'il y a 5 ans, 10 ans encore pour en discuter avec les mêmes causes, en observant les mêmes conséquences. Merci Khalid Dambélé. Je rappelle que vous êtes économiste, chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale CRAPES. Amadou
Mamadou Koulibaly, vous êtes membre de l'Association malienne des expulsés AME, et Pascal Reichens, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Mali, OIM. Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et l'OIM. À la régie vidéo et audio, il y avait Gagny Kanté et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.